Bonjour à vous, merci à ceux qui sont dans la salle et bonjour aux internautes qui nous suivent sur le site du Presse Club de France. Nous allons nous intéresser ce matin au métier de la communication et ce qui a changé pour eux depuis cette crise sanitaire inédite qui a entraîné un certain nombre de bouleversements conséquents dans nos habitudes personnelles ou professionnelles. De nombreux secteurs sont fragilisés, évidemment, celui de la com ne fait pas exception. Donc, comme à chaque crise, les métiers de communication sont touchés de plein fouet. Les budgets sont arrêtés, repoussés ou diminués. Donc, nous allons voir avec nos invités pour essayer de mesurer l'impact de cette crise sur les campagnes et les métiers de la communication. Et nous allons nous demander s'il est encore pertinent de communiquer aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Cindy Bétan, qui est directrice de la communication de Cision France. Bonjour. Patrice Lobina, qui est fondateur et président de l'agence E4Brands. Bonjour. Et Grégory Sacomani, qui est responsable marketing de la communication chez Axis Consultants. Et bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Donc, comme je disais, en période de crise, tout le monde est forcé de s'adapter et de réinventer son quotidien en fonction de l'actualité. Cindy, en tant que directrice de la communication, comment tu as passé cette période, comment tu t'es réadapté et surtout, est-ce que tu peux, parce que chez Cision, vous connaissez bien ce milieu, nous dire ce que vous avez observé sur les changements dans cette profession? Oui, alors effectivement, hein, je pense qu'il faut qu'on démarre depuis mars, parce que l'annonce du confinement, ça a été en mars. Donc depuis mars, je pense qu'il y a eu 3 gros temps. Il y a eu clairement le temps du choc, c'est-à-dire le confinement. Je pense que bien malin qui aurait pu le prévoir et ça nous était jamais arrivé dans notre vie. Donc vraiment le temps du choc où on faisait rien. Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a dû durer 24 heures. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'avais prévu? Et quels sont les impacts de tout ça? On est complètement perdu. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est arrivé très très rapidement pendant le confinement. C'est le temps de la solidarité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que société pour aider pendant cette période de crise? Voire à l'époque, on parlait de guerre. Hein. Et quand je dis on, je ne parle pas de moi. Le président lui-même a utilisé ce mot. Quelque part, quel est mon effort de guerre? On en était là. Et puis, il y a eu le troisième temps, donc qui est arrivé vers le mois de mai-juin, où on a essayé de reprendre un semblant de normalité. Mais en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement fait que les choses ne sont plus exactement comme avant et que la communication s'est transformée. Ce que j'entends par là, c'est que c'est ce qu'on a fait pendant le confinement en essayant de communiquer bien, de communiquer juste et pas pour vendre. C'est-à-dire comment je peux aider. Et ben j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a marqué la communication. Et notamment sur l'engagement que les marques prennent pour essayer de contribuer à un monde meilleur, pour essayer de faire les choses correctement, que ce soit en termes d'écologie, de bien-être, de comment je peux aider. Et ça, je pense que ça a marqué le retour de la com. Alors on parlera un petit peu, je sais pas quelles ont été vos sensations vous depuis mars, mais en tout cas moi j'ai vu ces 3 temps-là. Messieurs? Je partage tout à fait ce que vient de dire Cindy. Sur les 3 temps, sur ces fameux 3 temps, effectivement, le premier temps n'a pas duré bien longtemps, 24 heures, oui, c'est certainement ce qu'il a fallu aux gens pour comprendre. Ensuite, il est vrai que lors du confinement et puis après progressivement des confinements, on a vu certaines marques complètement arrêter de communiquer. D'autres, au contraire, ont surcommuniqué et certaines ont continué de communiquer, on va dire, normalement voilà, parce que effectivement, on est peut-être en guerre, mais le fait est qu'on a ce qu'il faut pour lutter. Il faut reprendre quand même un sentiment un petit peu quelque chose d'habituel. Hein. Il faut essayer de revivre comme avant. Et donc ça passe aussi effectivement forcément par la communication. Nous, on a effectivement
bien communiqué aussi, on a bien profité de cette période-là. Et puis, comment dire, écoutez, sur le troisième temps, celui qu'on est en train de vivre en ce moment, on va voir ce que ça va donner. On en discutera tout à l'heure. Pour ma part, je trouve pas que les métiers les métiers de la communication ont évolué. On verra ça un peu plus tard. Oui, alors moi je pense que je sais pas, j'aurais pas dit forcément qu'on avait découpé ça en temps, mais il y avait déjà des marques engagées avant, il y avait déjà des marques qui étaient alignées entre leur raison d'être, dont on parlera peut-être, et puis leur communication en direction de leurs collaborateurs et de leurs clients. Ce qu'on a vu, je pense, depuis ce choc, c'est des gens qui ont continué à faire comme avant, le même genre de communication sans se rendre forcément compte que c'est pas forcément ce qu'on attendait, je crois. Il y a des gens qui ont tout de suite évolué, des marques qui ont évolué, qui se sont évertuées à souligner les efforts de leurs collaborateurs, puis après la solidarité dont tu parlais, Cindy, en direction aussi des clients, hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc ça, c'était plutôt bienvenu. Mais ce que je crois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a un certain nombre de marques qui émergent dans l'esprit collectif, on va dire, parce que leurs messages sont déjà des messages bien orientés, enfin qui finalement, à travers la crise, nous paraissent encore plus évidents, alors qu'il y a un certain nombre de marques qui sont en difficulté dans leur communication parce qu'elles ne savent plus quoi dire ou quoi communiquer. Parce que déjà avant c'était déjà difficile, quoi. Je pense que leur histoire était déjà pas adaptée au monde dans lequel on vivait, même si le monde d'aujourd'hui a encore changé, quoi. Je pense que cette crise souligne la différence d'agilité dans les stratégies de communication entre les marques. On vient d'évoquer, Cindy, la notion de marque engagée. Comment, dans cette période de crise, les entreprises peuvent-elles et doivent-elles communiquer sans pour autant avoir l'air opportunistes ? Alors, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, le concept de marque engagée, c'est-à-dire, pour bien qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire une société qui a décidé d'avoir non pas que un rôle économique, mais aussi un rôle sociétal ou environnemental, c'est quelque chose dont on parle vraiment depuis 2018. Donc, ça fait 2 ans. Il y a eu des pionniers, hein. Il y a eu des pionniers avant. Il y en a même qui sont nés de ça. On pense souvent à Patagonia quand on veut une marque référence en matière d'engagement. La marque qui est née en se disant, moi, je produirais une ligne de vêtements avec le moindre empreinte carbone possible. Mais finalement, 2018, ça a révélé Carrefour qui s'est mis dans la transition alimentaire avec Act for Food, Danone pour la santé, Nike contre la lutte contre le racisme. Donc il y a vraiment eu ce 2018, ça a été gros boom des marques engagées. Mais finalement, nous, en tant que société, on va dire un petit peu plus lambda, hein, on n'est pas tous Danone, Carrefour ou Nike, on regardait ça avec beaucoup d'admiration, faut le dire, mais on se disait c'est pas nécessairement pour nous entreprises plus modestes. Et finalement, ce qui s'est passé là, la crise sanitaire et ce qui se passe aujourd'hui, hein, parce qu'on est complètement dedans, c'est de se dire mais ce qu'on a fait pendant ces semaines de confinement, ces actes de solidarité au BAD, qu'on voit des sous-vêtements aux gens qui n'ont pas pu se marier, Netflix cause sa plateforme, les boîtes pour les enfants qui donnaient des jeux sur Internet pour occuper leurs enfants, que je remercie particulièrement. Et ben tout ça finalement, est-ce que ça fait d'eux des marques engagées? Je ne le crois pas. C'est là où les marques confondent un petit peu solidarité, effort de guerre et marque engagée. Mais ça a quand même eu le mérite de mettre le sujet sur le tapis. Et je pense que la communication change parce que 6 mois après, on a sorti une étude hein, chez Cision récemment pour voir ce que la crise avait engendré dans les métiers de la communication. Et il se trouve qu'il y a que 11% des entreprises qui aujourd'hui ne traitent pas du sujet de l'engagement au sein de ces murs.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toutes les entreprises, le sujet est abordé. Ça, c'est complètement nouveau. Presque 90%. Alors, je dis pas qu'ils sont allés au bout, je dis pas qu'ils sont avancés, mais en tout cas, ça a eu vraiment le mérite de mettre le sujet sur la table dans presque toutes les sociétés. Est-ce que c'est un phénomène de mode lié à la situation ou est-ce que tu penses que ça va être pérenne? Moi, je pense que ça va être pérenne, tout simplement parce que derrière ça, il y a aussi de l'économie. C'est-à-dire que d'après les responsables marketing communication qu'on a interrogés, 80% nous disent que leur campagne de marketing est plus efficace quand la marque envoie des messages engageants et engagés. Donc, derrière tout ça, il y a une histoire de pérennité de la marque, de survie de la marque. Donc, moi, je Grégory, pense que vous confirmez ça? Ah, tout à fait. Surtout qu'on a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui est très sensible justement à ce que proposent les entreprises. Maintenant, on va dire que les jeunes ne cherchent pas forcément un salaire. Ce qu'ils cherchent, c'est de travailler dans une entreprise qui leur donne le sentiment d'être un acteur vraiment de la société. Alors il faut que l'entreprise soit engagée sur sur toutes les dimensions de la RSE, environnement, sociétal, social. Et donc c'est pour moi une chose qui est primordiale. Et donc il va falloir s'adapter et communiquer différemment pour attirer cette jeunesse, surtout que ils sont très nombreux arrivés sur le marché du travail. Il y a pas beaucoup d'offres en ce moment, mais donc ils ont quand même le choix. Donc à nous de leur donner envie de venir chez nous, et pas simplement pour un salaire ou pour s'occuper de 8h à 19h. Il faut vraiment qu'ils puissent faire quelque chose pour les autres. Patrice, sur la notion de marque engagée? L'engagement, pour moi, c'est la 4e dimension du marketing émotionnel que je défends depuis déjà 7 ou 8 ans. Donc on a avant parlé d'émotion, d'exclusivité, d'expérience. Tout le monde s'est mis sur l'émotion depuis déjà un petit moment. Et puis là, on découvre que l'engagement, c'est indispensable. Alors pourquoi? Ma vision des choses est assez simple. C'est parce qu'on avait envie de durer, en fait, de traverser la crise et d'être encore là après. Et donc dans la relation qu'on aurait avec nos collaborateurs, nos clients, si on veut durer, il faudrait qu'on soit engagé dans la relation. Et donc, en réalité, l'engagement dont toutes les sociétés veulent parler aujourd'hui, c'est un engagement vers la relation dans le futur. C'est-à-dire, si on doit se parler dans 1 an ou dans 2 ans, c'est parce qu'il y a un engagement entre nous. Et donc, c'est pas seulement l'engagement vis-à-vis de la société en termes de responsabilité, puisqu'on parlait déjà de RSE il y a déjà quelques années. Et puis bon, après, on a parlé de greenwashing, etc. Enfin, comme d'habitude. Donc là, on va parler aussi d'engagement washing, si jamais le mot existe. Et donc, viens de le créer. En fait, l'idée dans la communication des marques aujourd'hui, c'est de dire, on est là, en fait, on est encore là, même pendant la crise, et puis on sera encore là après. Donc, on a beaucoup parlé aussi, on n'a pas évoqué pour l'instant, mais au début de la crise, on a beaucoup dit, mais tout va changer, le monde d'après, le monde d'après, le monde d'après. Bon, en fait, le monde d'après, c'est... Alors, je dis pas qu'il a pas changé, mais en même temps, c'est encore globalement le même. Et pour les marques, l'idée, c'est d'espérer d'être encore là. Et donc, elles s'engagent parce que si elles ne s'engagent pas, elles vont pas créer un lien durable avec les tiers, c'est-à-dire leurs collaborateurs déjà. Donc, on voit bien que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'ils vont venir, mais surtout, est-ce qu'ils vont rester? Et puis, avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, l'écosystème, et bien sûr, avec leurs clients. Donc c'est ça la force de l'engagement, c'est quand on s'engage, tout à l'heure on a évoqué le mot mariage, quand on s'engage pour une durée, la plus longue possible. Et donc ça change aussi la vocation de la communication, c'est pas d'avoir des messages qui vont être court-termistes ou qui vont disparaître et changer tous les 6 mois. On voyait ça très fréquemment, les marques changeaient de message, changeaient de communication, de direction un peu tout le temps. Là, il va falloir trouver des messages qui durent, c'est-à-dire des messages qu'on peut entendre et qui engagent la marque sur la durée. Tout à l'heure, Cindy, tu parlais de Patagonia, c'est une marque qui est engagée depuis sa création, en fait. Donc, elle dit toujours la même chose, finalement. Donc, son message engageant sur le fait de pouvoir garder ses vêtements, même quand ils sont un peu abîmés, de les avoir pour la durée, pour la vie même,
on voit d'autres marques aujourd'hui qui sortent en France et qui travaillent sur cette dimension-là. Donc il y a effectivement, ça souligne aussi, ça met en avant certaines nouvelles marques qui, elles, sont nées là dans les 5 ou dernières années et qui sont déjà dans cette vision d'un engagement plus durable. Est-ce que par conséquent, ces marques qui font ça depuis longtemps ont une longueur d'avance par rapport à celles qui s'y mettent aujourd'hui ou pas du tout? Alors, moi, je suis assez convaincu que Patagonia a une large avance sur Danone qui s'y met depuis 2 ans. Voilà. Bon, mais en même temps, Danone, c'est une force aussi, c'est une puissance de communication qui fait que peut-être qu'on va oublier que, il y a 10 ans, Danone nous disait que les yaourts c'était bon pour la santé, avant qu'on se rende compte que finalement ça n'a pas changé grand-chose à notre santé. Donc aujourd'hui, Danone s'engage sur autre chose et l'engagement est plus, j'allais dire plus sain, mais plus fort aussi. Donc oui, les marques qui étaient déjà engagées sont en avance parce que le lien émotionnel, j'allais dire, mais le lien fort qu'on a avec ces marques-là, il n'est pas altéré par une crise en fait. C'est comme dans la vie, en fait. Dans la vie, on traverse des crises avec les gens. On peut s'engueuler avec eux. On peut momentanément ne plus les voir pour X raisons. Mais quand on a un lien fort avec des gens, on traverse les crises avec eux. Donc là, c'est pareil pour ces marques-là. Mais je pense, là, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce sujet du marketing de l'engagement parce qu'honnêtement, oui, c'est une tendance de fond et oui, toutes les boîtes vont y aller d'une manière ou d'une autre. Mais pour revenir sur les métiers de la communication, ça transforme, moi je pense, fondamentalement les métiers de la communication. La crise, il y a environ 30% des sociétés qui ont maintenu leur budget, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas baissé de budget communication. C'est très peu. Donc, et je pense que c'est très révélateur de la manière dont on perçoit la communication dans les entreprises. C'est-à-dire qu'allez, dès que ça va pas bien, on va faire péter un peu le budget com. C'est un petit peu la peinture, la tapisserie qui va bien. Si on l'en laisse, pas grave, on aura des murs crado, mais on peut vivre. Et ça c'est vraiment révélateur. Et je pense que la com est en train de passer dans une nouvelle ère. Et les boîtes qui auront compris que la com, c'est pas une boîte à outils, c'est pas des crayons de couleur pour faire joli avec un joli logo, mais c'est réellement stratégique. Et que pour avoir un marketing engagé, il faut que ça imprègne l'intégralité de la société. Il faut que tout soit cohérent. Parce qu'un engagement, c'est pas dire je communique, je plante des arbres et puis je le dis à mes clients et oups, je suis une entreprise engagée. C'est est-ce que dans votre façon d'acheter, dans votre façon de produire, vous êtes responsable? Est-ce que dans la façon de vous traiter vos employés? Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est surtout les départements de l'entreprise que ça découle. Donc ça veut dire que la com, elle doit quand même avoir un certain niveau de légitimité pour faire bouger les lignes. Quand Carrefour s'engage dans la transition alimentaire, ils annoncent que à court terme, ils vendront plus d'électroménager, de machines à laver, de bijoux, d'appareils photo. C'est stratégique ça. On n'est pas sûr, on va changer la couleur du logo, on va le mettre en vert. Donc quand Danone s'engage pour la santé, bye bye Pépito, Mikado ou je sais plus quel type de biscuit. Donc la com est réellement devenue stratégique. Moi j'y crois en tout cas et je pense que ces 30% qui n'ont pas baissé leur budget et les 4 pauvres % qui au contraire les ont augmentés ont tout compris. Parce que pour aller vers une marque engagée, ça passera nécessairement par de la com interne. C'est vraiment l'engagement, ça s'impose pas en externe, ça se travaille en interne et ensuite ça va vers l'externe. Donc il y a beaucoup de com interne, il y a des décisions stratégiques à prendre, il y a le PDG à embarquer, toutes ces boîtes qu'on a citées. Le porte-parole, c'est le PDG lui-même, ça vient pas des campagnes marketing. Donc je pense qu'il y a un vrai changement du rôle du marketing et de la com surtout. Dans l'entreprise quand on parle de marketing d'engagement. Mais ça, honnêtement, c'est un message qu'on entend de la part des communicants, qu'ils soient intégrés ou externes, depuis des années. Et on voit bien que la mécanique, elle est immédiate. En cas de crise, c'est la com qui est sacrifiée. Donc, quels seraient, en tous les cas, les éléments d'espoir pour que ça change?
Je pense que c'est cette réponse à la survie des marques qui est l'engagement. Si on veut vraiment aller vers l'engagement, je vois vraiment pas comment on peut faire sans la com. Donc, à mon avis, c'est peut-être aussi ce qui a changé. Mais, je suis peut-être optimiste parce que je suis dans la com. Oui, alors, effectivement. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Donc, il y a un vrai... je pense que le regard... la crise a changé le regard sur les métiers de la communication. On le voit effectivement, enfin même à notre niveau, où les budgets n'ont pas été impactés, où on a pu au contraire communiquer davantage, parce que il faut quand même, on est quand même là aussi pour soutenir l'effort de guerre et rapporter du business. Donc il y a aussi dans cette question de la communication devient stratégique, ce qui est le cas dans les grandes entreprises, bien sûr. Donc la communication, à l'instar de la RH par exemple, devient vraiment un business partner. Donc ça, il faut vraiment que ça rentre dans la tête. Mais je pense qu'il y a aussi encore un problème au niveau de la formation des dirigeants. Il faut les sensibiliser davantage à ce qu'apporte la communication. Maintenant, avec le digital, on apporte justement, maintenant, on est capable d'apporter du ROI, des KPI. Moi, depuis que je suis, j'allais dire depuis que je suis étudiant, ça fait longtemps que c'est terminé, mais lorsque j'étais étudiant, l'exemple qu'on prenait, c'était surtout l'exemple américain, où quand il y avait une crise, les Américains, au contraire, boostaient leur budget communication marketing, justement. Il faut quand même montrer aux autres, aux concurrents, qu'on est fort et qu'on est encore là, qu'on est présent. Et au contraire, l'exemple français qui est justement, il y a une crise, ouh là là, hop, on va aller chercher du budget à la communication, c'est pas nécessaire de toute façon. Encore une fois, comme l'a dit Cindy, si les murs sont sales, c'est pas grave. Donc je pense qu'il y a vraiment c'est une question de culture et de sensibilisation des dirigeants à ce qu'est la communication, ce qu'est le marketing. Maintenant, effectivement, depuis quelques années, que ce soit dans les écoles de commerce ou autres, il y a vraiment des formations très poussées sur les métiers. On verra ce que donnera l'avenir. En tout cas, pour le moment, pour moi, il y a un changement culturel. Alors, on a une question d'un internaute justement sur cette notion de marque engagée. Il vous demande quelle est la part d'habillage pur et simple sur l'environnement, l'antiracisme, qui est incontournable dans la communication des entreprises sans qu'il y ait un véritable engagement. Donc, on revient à cette question de on veut être une marque engagée, mais est-ce qu'on le pense vraiment ? C'est pour moi? Qui veut? Je pense que Patrick, je pense que sur ça, en fait, quel est l'objectif qu'on fixe à la communication finalement? C'est ça qui change aujourd'hui. Enfin, c'est ça qui devrait changer. Enfin, c'est ce qu'on a essayé de dire là juste avant. Et pour répondre à la communication, c'est pas de l'habillage en fait. C'est pas. Ça doit être l'expression de ce qu'on est et de ce qu'on fait en fait. C'est quand on communique avec quelqu'un, on lui dit qui on est et on lui dit ce qu'on fait. Voilà. Aujourd'hui, on est évidemment très sensible à la sincérité des propos et à la transparence de l'information et de la communication. Donc en fait, sinon on n'a pas confiance, puisqu'en finalement le vrai sujet c'est aussi ça. Je peux proclamer n'importe quel engagement. Est-ce qu'on me fait confiance? Il faudrait que je le prouve, ou en tout cas, il faudrait que je sois sincère déjà dans ma communication. Et puis, ma communication, elle est interne et externe, comme le disait tout à l'heure Cindy. Donc, ça se voit tout de suite, en fait. Et maintenant, de plus en plus, l'habillage ne suffira pas. Enfin, si jamais on avait été tenté de faire de l'habillage, et si on est encore tenté, c'est qu'on est dans l'erreur, en fait. On peut pas. L'engagement, c'est pas de l'habillage. L'habillage, ça tient pas le coup. C'est cette peinture qui va s'écailler dans 6 mois et tout le monde se rendra compte que derrière, il y a rien. Donc, on peut pas rester dans... Alors, est-ce qu'il y a une part d'habillage? Oui. Il y a encore des gens qui ont ce réflexe de se dire, on va faire comme tout le monde et on va dire que nous aussi, Oui, est-ce que c'est un effet de com, en fait? Oui, voilà. Bien sûr. Non, c'est pas un effet de com. C'est un effet de tendance. C'est-à-dire qu'il faudrait dire la même chose que les autres. Ce qui, à mon sens, est contre-productif. Un engagement pour une société aujourd'hui, c'est pas dire, nous aussi, on est gentils, quoi. C'est pas ça un engagement. Ça servirait à rien. Donc je crois pas. Je crois que malheureusement il y a des gens qui vont pas avoir compris que le rôle de la com c'est pas celui-là. Et puis il y a, comme le disait Cindy, heureusement des gens, ou Grégory, des gens qui ont compris que on peut pas faire la même chose qu'avant. Aujourd'hui, la communication, pour moi, ça doit porter les messages clairs qui traduisent ce
ce qu'est l'entreprise, quelle est sa raison d'être, et surtout ce qu'elle fait de façon très claire, très transparente, que ce soit ses achats, sa politique de prix, ses choix stratégiques, etc. Donc, l'engagement, il est de tenir cette vision stratégique et de tenir dans le temps, parce qu'on a besoin de ça. C'est un mot qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre, mais les gens, nous, les individus, les clients, on a besoin de savoir ce que la marque signifie, en fait. Parce que je rappelle que la marque, ça a du sens, en fait, pour nous. Ça exprime quelque chose. Quand on achète une marque, ça veut dire quelque chose de qui nous sommes, en fait, de nous en tant que personne. Donc, si ce sens n'est pas compréhensible, on ne sait plus pourquoi on achèterait cette marque. Et c'est ce qui va se passer là. Il y a des tas de gens qui vont délaisser la consommation de produits et de marques parce qu'en fait, ils ne comprennent pas à quoi ça leur sert, tout simplement. Enfin, ils ne comprennent pas ce qu'est la marque. Quel rôle elle joue dans leur vie? Aucun. Bon, bah, dans ce cas-là, j'en ai pas besoin, finalement. C'est ce qui s'est passé, hein. J'envoie des chiffres là hier sur le textile, enfin le vêtement, c'est dramatique. Enfin, tout le monde s'est dit bon, bah, j'en ai déjà plein mon placard, pourquoi est-ce que j'irais encore en acheter? Parce que j'ai envie de ça. Si je comprends que la marque apporte quelque chose à ma vie, si c'est finalement inutile, je ne l'achèterai plus. Donc c'est un rôle clé, quoi, pour moi. Si je peux me permettre, je voudrais revenir sur cette histoire de stratégie de com. Est-ce que c'est juste une stratégie, l'engagement, ou est-ce que c'est vraiment une transformation de l'entreprise? Je vous cite juste un chiffre de cette étude sur l'engagement. 41%, c'est le nombre de DIRCOM qui nous ont dit qu'ils communiqueraient pas dessus parce qu'ils ont peur du bashing. Donc, dans tous les cas, c'est un vrai frein. Alors, il y a deux raisons au bashing. Le premier, c'est par essence, quand on s'engage, on a des détracteurs. Mais ça, finalement, c'est un bon problème. C'est voilà, on a décidé de tenir ses engagements. Ben, on aime, on n'aime pas. C'est assez clivant l'engagement, hein, forcément. Mais surtout, c'est que le consommateur est pas dupe. Donc, si vous parlez sur vos engagements et que c'est juste un habillage, en fait, c'est contre-productif. Ça ne marche plus. Ça, l'engagement comme stratégie de com, c'est complètement contre-productif. Donc, je pense que nécessairement aujourd'hui, ça doit être vrai, authentique, et encore une fois, venir vraiment de l'essence de l'entreprise. Et je vais vous prendre un exemple assez récent. Black Lives Matter. Vous avez deux sociétés qui ont essayé, enfin en tout cas qui ont un petit peu surfé sur la vague et qui ont voulu s'engager sur cette cause. La première, c'est Nike, qui a fait juste un post en disant « For once, don't do it ». Donc en référence à « Just do it » qu'ils disent d'habitude. Ça a cartonné, super, machin et tout, parce que ça faisait 2 ans qu'ils se battaient contre le racisme. Donc Nike, si vous voulez, était légitime sur le sujet. Donc c'est super bien passé, ça a été applaudi par les consommateurs. Et puis de l'autre côté, vous avez L'Oréal qui à un moment donné s'est dit Black Lives Matter, j'enlève tous les mots blancs, blanchissants de mes produits. Ça n'a pas été compris par les consommateurs parce que voilà, on n'a pas vu le lien, on n'a pas vu l'authenticité, c'est arrivé un petit peu d'un coup d'un seul. Et du coup, ça a été contre-productif. Donc, je pense que finalement, la justice du consommateur fonctionne très bien. Et je voulais simplement dire autre chose aussi, parce que je parle beaucoup de Nike, parce que vraiment, ils ont fait une pub géniale pour la lutte contre le racisme. Faut pas non plus oublier que ça les empêche pas de faire produire leurs chaussures par des petits Taïwanais dans des conditions éthiques qui sont parfois un petit peu douteuses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste quand même une stratégie marketing, même si c'est bien fait, parce que il faut savoir choisir aussi son combat, faut choisir son engagement. Pourquoi Nike va sur le racisme? Parce que leur cible, ce sont de jeunes urbains, et du coup très attachés à ce combat-là. Et je pense aussi que cette crise qu'on a vécue, quand on a interrogé les DIRCOM après confinement, il y a 21% d'entre eux qui avaient changé d'engagement et qui se sont dit finalement on va aller sur l'écologie. Mais non, un engagement c'est un engagement et c'est l'engagement qu'attendent vos cibles. Enfin, je veux dire, ne succombons pas un peu bêtement à une vague verte citoyenne
qui est très bien, c'est pas ce que je dis, mais du coup qui arrive dans nos entreprises avec une vraie stratégie d'engagement qui doit correspondre aux attentes de votre consommateur. Peut-être que votre consommateur il est pas sur l'écologie, mais il est plus sur je sais pas moi, la diversité, l'égalité homme-femme. Enfin il y a plein de combats, hein, la liberté de la presse. Donc il s'agit de choisir un petit peu ce que votre cible aussi attend de votre marque. Alors, on a une question d'un internaute par rapport aux deux exemples que tu viens de citer, qui sont Nike et L'Oréal, et qui dit: est-ce que c'est la justice du consommateur ou la justice des réseaux sociaux? Ah, c'est une vraie question. Bon, on pourrait demander au ministre de la Justice son avis sur ce sur ce point-là. Je suis pas sûr que les réseaux sociaux soient tellement l'expression de la justice, moi. Mais bon, après. Non, en tout cas, c'est vrai que je voudrais quand même te contredire un petit peu, Cindy, si tu me permets, pour dire finalement c'est ton engagement qui définit les gens qui te suivent. Et c'est pas, en fait, pour moi, si t'es engagé, et tu parles de cliver un peu les gens, justement, c'est ça la force de l'engagement, c'est que c'est ça qui va définir les gens qui vont t'apprécier, qui vont suivre ta marque. Alors que jusqu'à maintenant, on se disait, tiens, et si je leur parle d'écologie, est-ce que ça leur correspond? Est-ce que c'est bien ça qui les intéresse? Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt l'idée que la société ou la marque s'engage fortement sur un sujet qui définit les gens qui vont l'aimer ou pas l'aimer. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Nike, c'est ce qu'on a vu, hein. Il y a des gens qui ont brûlé leur Nike en disant: moi, plus jamais, j'achète plus cette marque. Hein. Ses propos, ses engagements ne me conviennent pas. Et à l'inverse, il y a tout un tas de gens qui se sont dit: bah voilà, ça c'est un engagement que j'attendais de la part d'une marque. C'est pour ça que aujourd'hui j'achèterai cette marque. Donc en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt l'idée qu'il faut s'engager. Alors c'est ça qui est un peu différent de ce qu'on faisait avant, hein, je pense, dans les métiers de com, où justement on essayait de s'intéresser à la cible et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait lui dire qui lui correspond. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision plus forte que ça. Il faut se dire, voilà, quels sont mes vrais engagements? Est-ce que vous m'aimez ou pas? Voilà, en fait, finalement, c'est ça l'idée. Alors évidemment, ça c'est un peu perturbant parce que ça voudrait dire que tu choisis un engagement qui correspond à tes collaborateurs, à ta société, à ce que tu as envie de voir, faire et ta vision du monde. Et puis tu espères que les gens vont te suivre. Bon, mais si on regarde la Maïf, qui est portée par quelqu'un d'extrêmement engagé depuis plus de 10 ans, on voit bien que c'est un choix, c'est stratégiquement fait il y a longtemps. Et on continue et on continue de dire voilà, nous on est engagé là-dessus et on changera pas. Et derrière on a des sociétaires. Alors ça veut pas dire que c'est la plus grosse part de marché. Ça veut pas dire que tout le monde veut être adhérent à la Maïf. Mais en tout cas ceux qui y sont, ils savent exactement pourquoi et c'est ça qui fait sa force. Alors quelqu'un vous fait remarquer que toutes les entreprises et tous les acteurs économiques n'ont pas pu communiquer sur le thème de l'engagement, ou ne peuvent pas communiquer sur le thème de l'engagement, et cite notamment les acteurs du tourisme et de la restauration qui, pendant le confinement, évidemment, n'ont pas pu communiquer, ont pris énormément de retard par rapport à toutes ces questions de communication, et du coup, elle vous demande maintenant quelles cartes peuvent-ils jouer? Les restaurateurs. Et le monde du tourisme. Alors, moi, j'entends bien, j'entends bien l'arrêt de l'activité complète qu'ils ont subie et qui repart tout doucement. En revanche, je comprends pas nécessairement l'arrêt de la communication. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Finalement, en majorité, les gens ont plus communiqué en fait. Les marques en ont profité pour communiquer. Alors après, sur quelle ligne? Là, c'est à réfléchir parce que ça sert à rien de présenter des beaux pays, des beaux voyages si personne ne peut y aller. Mais je pense que ça n'empêche pas la communication et je sais pas, de faire un travail de fond sur des dossiers. Voilà, quand demain ce sera réouvert, vous voulez faire un tourisme vert, un tourisme éthique, vous voulez plutôt voir ça et constituer des contenus pour pouvoir continuer à communiquer pour que le jour où tout ça se régule, qu'ils prennent un temps d'avance sur leurs concurrents. Je pense pas que le confinement ait signé l'arrêt de la communication.
Bien au contraire, les communicants ont plus travaillé que d'habitude pendant cette période. Après, je sais pas ce que... Oui, je suis complètement d'accord. Habituellement, on faisait des coloriages. Enfin, c'est ce que pensaient nos directions. On faisait des coloriages, voire de la pâte à sel. Mais ça, c'est uniquement le mercredi. Hein, et puis, c'est le jour où on mange les pépitos. Non, mais je pense que, enfin, de toute façon, par rapport, par exemple, aux restaurateurs, ils sont déjà engagés par nature, on va dire, pour nous offrir un bon moment, un moment convivial. On va justement au restaurant pour passer un bon moment. Donc, la marque est déjà engagée. On va dire les artisans, en tout cas, sont engagés déjà vis-à-vis de nous. Et donc, du coup, c'est vrai que si on passe pas un bon moment, on n'y retourne plus. Ils disparaissent. Par rapport au travel, au tourisme, j'entendais ce matin encore à la radio des agences spécialisées justement pour les voyages scolaires. Une dame qui avait son agence, ils étaient 5 et maintenant elle est toute seule. Maintenant elle est toute seule parce que encore une fois, voilà, il y a aussi un problème de communication qui est faite par l'État et puis une communication après qui est faite après au niveau du préfet ou au niveau après de la région. Donc ça c'est un autre sujet, ce problème de communication. Mais c'est vrai que pour le tourisme, ça va être très, 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 effectivement, très compliqué. Et on va voir après si les marques sont engagées vis-à-vis de leurs collaborateurs, parce qu'on va voir après justement ce petit plus que va pouvoir donner le collaborateur. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la transparence et à l'engagement des marques, elle passe aussi énormément par l'interne et donc du coup par les collaborateurs. C'est-à-dire que si on se dit engagé justement dans l'écologie ou dans l'environnement ou autre, et qu'au final on a les lumières de bureau qui restent allumées toute la nuit, voilà, c'est le genre de choses après qui peuvent sortir. Facilement, ou des entreprises qui pendant cette période profitent aussi du chômage partiel. Donc il y a aussi une transparence, une communication qui est faite par les entreprises et qui est souvent qui peut être quand même mise à mal en gros par les collaborateurs. Et on l'a vu plusieurs fois. Donc il faut faire très attention maintenant quand on s'engage, que ce soit par nature ou par défi ou autre. Il faut vraiment embarquer l'interne sur ces questions-là. Et donc on verra ça justement par rapport aux restaurateurs ou au monde du travail, ce que ça va pouvoir donner derrière. Alors au niveau du fond, on a une tendance. Au niveau de la forme maintenant, quels outils on utilise pour communiquer encore aujourd'hui? Comment on fait? Cahier de coloriage. Alors, je tiens à vous dire que vous avez une amie qui vous dit qu'elle est très contente de se sentir moins seule à faire du coloriage. Ah, mais ça, c'est de toute façon, c'est dans toute ça va créer une communauté. Oui, et ben je vais créer créer un groupe. Voilà, la communauté du coloriage. Voilà. Et ben ça va être la prochaine série à succès. Sur les outils, alors je me base encore sur cette étude, mais on a clairement vu, évidemment, j'apprends rien à personne, une montée en flèche du digital. Donc évidemment, on en faisait déjà, on n'a pas attendu mars pour faire du digital, mais je pense que ça vous a pas échappé, que vous êtes invité à peu près à une dizaine de webinars chaque jour, par exemple. Alors le webinar, c'est le truc qui a vraiment explosé. Ça montait déjà. En fait, de toute façon, la crise, ça a exacerbé tout ce qui était déjà latent avant. Donc voilà, les webinars, ça montait déjà bien. Là, c'est si vous voulez faire du webinar tous les jours, je pense que vous pouvez. Il y a eu aussi les réseaux sociaux. Les gens avaient plus de temps. Donc pendant la crise, on a vu que les réseaux sociaux amenaient plus d'engagement en termes de partage, en termes de clics. Donc ça a été bien utilisé. Et puis évidemment, c'est plus compliqué sur tout ce qui est événementiel. Ça c'est la pub aussi a beaucoup souffert. Mais ça revient un petit peu. En fait, il y a des choses très simples. Quand on est communicant, on prévoit nos annonces et nos publicités, que ce soit télé, presse, quelques mois avant quand même. On a une régie et puis arrive le confinement et puis on regarde la pub qui doit passer dans 2 semaines à la télé, on se dit waouh, elle est plus du tout d'actualité. et ça, quand on est à la com, ça fait mal. Ça veut dire que ce qu'on a commencé à travailler avec une agence
elle marche plus. Elle marche plus. Les gens sont trop près. Il y a un petit-fils qui fait un câlin à sa grand-mère. Enfin, ça va plus du tout, quoi. Et donc du coup, on est obligé de refaire. Et on refait pas. Enfin, même si on s'y met tout de suite, je veux dire, il faudra attendre le temps que les choses se fassent. Donc la pub, il y a eu un gros mou parce que du coup, on a beaucoup arrêté de communiquer en matière de pub parce qu'on savait pas quoi dire. Il y a eu ce moment encore du choc, ce moment où on réadapte ses discours, on réadapte. Et puis là, ça reprend pour petit à petit. Avec des messages plus adaptés, des images plus adaptées. Donc voilà. Donc évidemment le digital a gonflé, l'événementiel a beaucoup perdu, et puis il y a un regain sur les autres techniques. Et en matière de relations presse? Alors les relations presse, ça cartonne, mais je suis désolée pour les journalistes, ils doivent recevoir encore plus de communiqués de presse qu'avant. En fait, tout ce qui a été dans ce qu'on appelle le earned media, donc tout ce qui est relations presse ou dans le owned media, les sites web, les réseaux sociaux, ça a beaucoup cartonné. Et tout ce qui a été dans le paid, les campagnes avec les influenceurs ou la publicité, ça a baissé et c'est en train de remonter. Mais les RP, ça a beaucoup fonctionné, et je peux vous dire que les attachés de presse et les gens de la com se sont vraiment creusé la tête pendant cette période pour rapidement trouver des angles qui intéressaient les journalistes. Et honnêtement, pendant cette période, pendant au moins 4 mois, et ça continue encore aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose qui intéressait les journalistes, excepté le Covid. Donc ça a été très très compliqué, mais beaucoup de boîtes, beaucoup de DIRCOM se sont adaptés à une vitesse record en essayant de trouver des infos intéressantes. Je sais pas comment vous voyez, mais oui, à peu près comme toi, c'est-à-dire que le son de cloche, c'était plutôt les journalistes, ils en avaient marre de parler du Covid justement, mais c'était ce qu'on leur envoyait plus, donc c'était une opportunité. Surtout, c'était ce que la rédaction demandait. Oui. Encore aujourd'hui. Hein. Oui, mais est-ce que nous, les Français, on a envie de voir du Covid matin, midi et soir, des pubs justement avec des gens masqués? Non, on a peut-être envie de se raccrocher à des choses positives un petit peu. Et là, en l'occurrence, quand nous, par exemple, on a saisi cette opportunité pour communiquer sur d'autres sujets, et effectivement, ça a très très bien marché. Notre attaché de presse a fait un travail remarquable, et voilà, on a pu intéresser la rédaction de TF1 ou France Info ou d'autres sur des sujets justement complètement différents, sur des sujets qui leur ont fait un peu de bien, je pense, justement, parce qu'il n'y avait pas Covid dedans. Donc c'est important d'en parler, mais il faut savoir placer le curseur à différents niveaux. Ouais, moi je suis d'accord avec toi et aussi avec Cindy. Mais j'ai envie de dire, il y a aussi une façon de voir les choses. Je pense que si certains outils, certains médias ont été délaissés, c'est parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'ils étaient un petit peu inutiles, ou que pour les gens, en tout cas, c'était pas ce qu'ils avaient envie de voir là. Et la publicité, globalement, est-ce qu'on avait vraiment envie à ce moment-là? Est-ce qu'on n'était pas accaparé par des informations négatives? Donc je pense que le communicant aujourd'hui a remis aussi à plat tous ces outils et s'est rendu compte, peut-être avec un peu plus d'acuité, ceux qui étaient vraiment indispensables et ceux qui l'étaient moins. Donc puis aussi ceux qui coûtent le plus cher, évidemment, par rapport à ça, puisqu'on a vu que 70% ont baissé leur budget, ou à peu près. Donc il y a aussi des arbitrages économiques à faire. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'une telle situation, ça montre encore mieux l'importance de certaines choses. Donc là, des relations presse. Alors oui, l'événementiel, on en souffre tous parce qu'on se dit c'était quand même sympa. En dehors des coloriages, ce qu'on aime bien aussi, c'est se promener sur des salons simplement pour aller piquer des bonbons sur les stands ou des petits fours. Voilà. Bon, donc oui, c'est comme ça qu'on est. Mais sinon, donc ça nous manque. Mais ce qui nous manque, c'est quand même de rencontrer des gens. C'est quand même le lien social. Donc, on essaye de compenser, je crois, par un lien social sur le digital. Donc, on se dit, le réseau social, c'est quand même social. Bon, on peut en discuter, mais néanmoins, c'est comme ça qu'on échange.
les relations presse, bah, c'est quand même aussi moyen de dire à des gens, des vraies personnes, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, on a basculé vers des choses qui sont beaucoup plus humaines, en fait, en termes d'outils et de communication, je crois, que du mass média qui, finalement, n'avait pas sa place, peut-être, à ce moment-là, ou ne l'a moins aujourd'hui. Moi, je suis pas un gros partisan de la publicité. Je pense réellement que c'est quelque chose qui est pour la plupart des marques assez inutile. Et donc on devrait s'en débarrasser pour aller au contraire faire d'autres choses. Mais néanmoins, il y a des gens qui travaillent dessus. C'est un gros métier en France. Et donc ça continuera, mais on voit bien que le message, on peut pas continuer à actionner ces outils-là dans ces situations de crise. Donc ça pose aussi la question de leur utilité. Je crois que c'est important. Et à l'inverse, avoir des relations avec des journalistes et essayer de dire des choses intéressantes et pas simplement parler de la même chose que tout le monde, ce que fait très bien Greg par exemple, ben ça a un écho et on a envie d'en parler. Donc voilà, soyons aussi créatifs. Je pense que c'est aussi un moment très créatif. Il faut renouveler les messages, il faut avoir autre chose à dire et voir si c'est ça qui va intéresser les gens. Je pense que c'est important. Et comment vous voyez la sortie de crise? Est-ce que tout ça va se pérenniser ou les bonnes techniques vont revenir au galop? Comment vous imaginez la fin? Parce qu'il y aura bien une fin à un moment donné dans vos métiers. Moi, j'ai envie de croire... moi, j'adore la publicité et j'ai envie de croire que cette publicité va remonter dans l'estime des gens parce que les communicants vont effectivement faire preuve de plus de créativité, de bons messages, je pense vraiment que ça va nous pousser à être meilleurs. Et tous les travers qu'on a eus, c'est fou comme les gens détestent la pub aujourd'hui, hein, quand vous regardez les jeunes, les adblocks, les machins, les trucs. Moi, je suis de la génération culture pub, je me régalais en regardant des pubs à la télé quand j'étais petite. Donc, moi, j'aimerais qu'on arrête ce désamour avec la pub, mais on est responsable. Hein. Mais c'est parce que les communicants vont peut-être faire les choses de meilleure manière. Et j'y crois, et ça passe effectivement par ce mot clé qu'est la créativité. Et si on reste sur des mots comme créativité et engagement, moi, la sortie de crise, je la vois plutôt chouette. On aime bien ton optimisme. Ouais, je sais. C'est vrai. On partage cet optimisme. Pas non? Non, je sais pas. Non. Non, mais on peut aimer la pub. Hein. Simplement, tu sens bien que si on est vraiment exigeant, et je pense que le regard du consommateur ou du citoyen, il est de plus en plus dans l'exigence. Donc, on peut pas continuer à lui balancer des messages qui disent que on lave plus blanc ou notre produit permet de, tu vois, enfin, je veux dire, avec ta voiture, tu vas faire du 220, mais où en fait, hein, ça n'existe pas, donc surtout ce matin, donc non, on peut pas continuer. Donc effectivement, il faut, et il y a des marques qui le font très bien, utiliser la publicité pour passer des messages d'engagement, pour expliquer ce qu'on fait. Il y a aucun souci avec ça, c'est un outil de communication. Mais on peut pas continuer à envoyer des messages inutiles, en fait, pour celui qui le reçoit. Le message qui consiste à dire, viens chez moi, il y a moins 15%, achète mes produits. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Enfin, je veux dire, on pourrait faire autre chose. On pourrait donner un autre rôle à la communication. Enfin, moi, c'est ce que j'espère, en fait. Je suis aussi optimiste, mais je suis exigeant. Je pense qu'on peut pas se laisser aller à des choses qu'on faisait il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut faire autre chose. Il faut faire des campagnes comme des marques comme, moi je regrette, mais Patagonia, je vois pas d'exemple de marque en France qui soit à ce niveau d'engagement. C'est une marque qui s'engage dans la campagne américaine, enfin dans les élections américaines, déjà depuis longtemps. Donc c'est très fort quand même, hein, c'est de faire un choix qui là est plus que clivant, hein. Ça veut dire il y a 50% de la population en gros qui va dire non mais qui sont ces gens quoi. Bah oui, mais c'est ça la valeur de la marque quoi. Et en France on n'a pas ce genre de campagne. Moi j'attends de voir une marque textile française nous dire n'achetez pas mon nouveau produit, gardez l'ancien parce qu'il peut encore durer quoi.
Quand le jour où on en sera là, on aura fait des efforts et des progrès. C'est sûr. Je partage l'avis de Patrice. Enfin, moi, je suis pas de nature optimiste. Donc, donc pour moi, voilà, Tu fais pas des soleils dans tes coloriages? Et non, il y a toujours des nuages, il pleut et les gens ils sont tristes. Non, c'est que je suis plutôt, voilà, j'attends de voir, mais bon, c'est sûr qu'on n'a jamais traversé ce genre de crise, quoique, voilà. Au début du 20e, oui, il y avait la réclame à l'époque, donc c'était encore autre chose que la publicité actuelle, mais c'est surtout, enfin, c'est l'être humain, il est pas dans, enfin, je pense pas que les choses changeront. Une fois que tout sera terminé, on va revenir au monde d'avant, qui convient parfaitement, en gros, toujours aux dinosaures qui sont au-dessus de nous. Ça les rassure. Donc la seule petite lueur d'espoir, ça va être justement ce que nous on va être capable de faire derrière, et surtout d'utiliser l'énergie de cette jeune génération qui justement demande justement ce changement, quoi. Ils en ont besoin, on en a tous besoin, et il faut que ça change. Et dans une crise, il y a toujours des opportunités. Et, on verra dans un an si les choses sont terminées, si on va de l'avant. Alors, on a parlé créativité, engagement. Quelqu'un vous dit qu'il faudrait rajouter la valeur dans le sens du contenu et de l'alignement avec la marque. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est tout à fait lié. Ouais. Oui. On s'engage sur des valeurs en général. Enfin, vaut mieux. Mais non, je pense que je suis d'accord. Le mot valeur est important, mais il est compris dans cette notion d'engagement, je pense. Peut-être que ça signifie la valeur qu'on crée pour l'autre, en fait. Pas la valeur, pas les valeurs de la société ou de la marque, mais plutôt quelle valeur on crée pour celui qui suit la marque, qui l'achète, et voilà. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de communiquer sur ces messages-là pour expliquer aux gens quelle valeur ça crée. Donc, tout à l'heure sur le tourisme, typiquement pour moi, les acteurs du tourisme n'ont pas suffisamment expliqué. C'est bizarre parce que quand même on sent bien ce que ça nous apporte. À quel point on a besoin de voyager, de rencontrer d'autres cultures, mais même si c'est pas très loin de chez nous, hein, en fait, hein, de redécouvrir les gens, d'aller, enfin le tourisme, la restauration aussi, bien entendu, sont quand même des moyens de sortir de chez soi et d'aller à la rencontre des autres. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on apporte? Moi, je pense que ces marques-là, enfin en tout cas ce secteur-là, n'a jamais communiqué vraiment là-dessus, si ce n'est qu'on a vu des gens sur une plage et puis s'éclater dans la piscine ou avec un verre. Mais c'est pas ça en fait le tourisme. Enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est plus ça. C'est parce que justement on parle de jeunes générations. Et ils sont tous partis un an de césure dans leurs études ou même après le bac. Enfin, ils ont tous cette idée d'aller voyager. C'est bien pour une raison, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un vrai besoin. C'est pas juste aller à la plage. Je pense que on n'en est pas là. Enfin, ou on n'en est plus là. Donc, ça crée du sens, le voyage. Donc, moi, si j'étais sur ce secteur, je dirais, expliquez quelle valeur vous créez pour les gens. Donc, c'est peut-être ça la réponse. Je sais pas, hein, si c'était l'idée. Et c'est intimement lié à la raison d'être, du coup. Oui, parce aussi, il faut ouais. se connaître pour savoir ce qu'on apporte. Donc, bien réfléchir. Donc, dire quelles sont nos valeurs au sens, on est des gens sympas, créatifs. Non, quoi. En fait, ça, c'est un peu du bullshit. On en a déjà soupé, je crois, et tout le monde s'attend à autre chose. Dire ce qu'on crée comme valeur pour les autres, ça, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Ouais. Et je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'engagement, ça a l'air beau, ça a l'air gentil, tout ça. J'aimerais quand même prendre l'exemple d'Amazon, puisqu'on parle de raison d'être, qui est loin des entreprises engagées. Hein, je pense qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses. En revanche, ils cartonnent toujours. Je veux dire, Amazon, incontournable, un acteur économique qui va bien, comme quoi il y a des marques qui sont pas nécessairement engagées, qui fonctionnent bien. Et pourquoi? Et c'est là où je rebondis sur la raison d'être. C'est parce qu'Amazon, ils savent qui ils sont. Et eux, leur combat, c'est le service client. La plus grosse offre au prix le plus abordable, livré le plus rapidement possible. Ça a toujours été le client au centre de leurs préoccupations. Alors oui, ils traitent mal leurs employés qui sont pressés comme des citrons
Oui, ils payent pas toujours leur impôt, mais eux, tant que le client finalement est gagnant, ça leur va. Et donc du coup, je dis pas que c'est bien, j'explique pourquoi une marque pas engagée peut cartonner également. Et c'est parce que eux connaissent leur raison d'être, le client, le service client. Et du coup, ça fonctionne aussi. Donc savoir déjà qui on est effectivement et ce qu'on apporte, c'est déjà la première chose à faire. Et pendant le confinement, c'était quand même le seul lien social qu'on pouvait avoir avec l'extérieur, ouais. Justement pour commander des coloriages pour les enfants. Voilà. Et donc c'était aussi effectivement très important. Ouais. Ouais. On a une question qui revient sur la notion de valeur. Quelqu'un vous demande si la communication est appelée à créer de nouvelles valeurs ou juste à s'aligner sur les tendances. Ben, moi, les valeurs, déjà, je trouve que ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça a toujours été utilisé d'une manière purement marketing. On en revient à ce que tu disais, Patrice. C'était oui, on est innovant, on est cool, on est dynamique. C'est un peu lorsqu'on vous demande, en gros, lors d'un entretien d'embauche, vos qualités et vos défauts. Donc, et puis les défauts sont forcément des qualités. Donc on juge ça sur place. Les collaborateurs s'en chargeront, les consommateurs s'en chargeront. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre les valeurs, en tout cas telles qu'on les perçoit actuellement. Alors là, effectivement, s'il faut revoir ce système de valeurs et redéfinir tout ça pour le moment, moi, je suis pas armé. Patrice ? Oui, je partage cet avis sur l'idée que j'ai pas besoin tous les jours de dire aux gens quelles sont mes valeurs, quoi. En fait, j'ai besoin de leur dire éventuellement qui je suis et de leur montrer ce que je fais, et ça suffirait normalement à ce qu'ils comprennent quelles sont mes valeurs. Donc, investir ma communication pour expliquer qu'on est une boîte innovante, cool et dynamique, non, quoi. En fait, faisons-le. Et puis, les consommateurs, les collaborateurs et les consommateurs le verront bien. Donc, non, je crois pas que la com ait besoin d'inventer des nouvelles valeurs pour répondre à la question. Les valeurs, on en a, les sociétés en ont. Aujourd'hui, évidemment, la préoccupation, pour revenir sur le sujet d'Amazon, si c'était un peu plus le client, je pense que ça irait mieux aussi pour un grand nombre de sociétés qui sont davantage tournées vers leurs actionnariats, leurs projets de fusion, leur levée de fonds, quelle valeur elles créent réellement pour les gens. Parce que moi, je reviens toujours à ça. En fait, si Amazon est ce qu'est Amazon aujourd'hui, c'est parce que ça a créé une valeur incroyable pour la plupart des gens, que peu de concurrents ont compris. C'était quand même, on pouvait le voir, quoi. Il faut quand même rappeler ici aux gens que Amazon, ça a déjà plus de 20 ans, en fait. Donc, il y a 20 ans, on aurait peut-être pu se préoccuper de ce modèle-là et de se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait. Donc, la vision long terme du patron d'Amazon, il y a beaucoup de gens en France et ailleurs en Europe qui l'ont pas eu, quoi, qui se sont préoccupés simplement alors peut-être de dire, on a des valeurs, on est sympa et tout ça, mais qu'est-ce que tu crées comme valeur pour l'autre, quoi. Et bon, Amazon, ils continuent de gagner beaucoup d'argent même pendant la crise. Ils continuent d'embaucher des gens un peu partout. C'est la boîte qui a embauché le plus aux États-Unis, je crois. Donc, on peut dire aussi ce qu'on veut, mais quelque part, c'est bien qu'il y a des gens qui sont d'accord, quoi. Donc, c'est aussi parce que ça crée quelque chose pour nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut arrêter de dire. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans le marketing d'aujourd'hui, dans le marketing effectivement du agir. On dit arrête de promettre, prouve, arrête de dire, fais. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Mais surtout, faut arrêter de dire, quoi. Et c'est pour ça que je pense que la com a changé, parce que pour une fois, il faut qu'on fasse en sorte que ça agisse. Et après, on en parlera. Mais par contre, il faut des preuves. Donc, je pense que c'est là où est le changement, je pense. Mais c'est plus compliqué, du coup. On va terminer sur cette question qui est plus particulièrement pour vous, Cindy, puisque Cision a lancé une campagne de communication avec un engagement particulier. Donc, une internaute vous dit du sens, de la valeur et une direction. Être un éclaireur de marque, cela veut dire quoi, finalement? Alors, je suis très contente qu'on me pose la question pour la bonne raison que éclaireur de marque, figurez-vous que c'est parti d'un groupe de travail à l'époque où l'Argus de la Presse a fusionné avec Cision, qui a été mené par Monsieur Le Bignat.
et qui nous a aidé à nous, alors pas nous réinventer parce que justement il y avait aucune invention là-dedans, mais à comprendre qui on était en groupe. Et eux venaient de la veille, l'Argus de la presse ça était plutôt côté veille, côté on va chercher l'information et on éclaire l'information qui est importante pour les marques. Et nous, côté Cision, on venait plutôt des RP, des bases de données journalistes, donc on mettait en lumière les marques de nos clients. Et en fait, il y a cette notion d'éclairage qui est venue et on s'est dit, bah nous ensemble, nous sommes des éclaireurs de marques, dans le sens où on met les marques en lumière grâce aux outils RP et on donne de l'information éclairée grâce aux outils de veille qu'on peut vendre. Et en fait, notre mission, elle est très claire maintenant et du coup, elle est dans la tête de chacun dans l'entreprise. Mais pour vous dire comme c'est long, ce groupe de travail, c'était il y a 2 ans. Là, on est prêt à en parler en externe depuis 1 semaine. Parce qu'on voulait absolument que chacun des gens chez Cision se sentent éclaireurs, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a eu un gros travail interne avant. Et être éclaireur de marque, c'est vraiment mettre la communication au cœur des enjeux stratégiques. Voilà. Donc, désolé, mais on veut pas de crayon de couleur. On veut des projos, quoi. Et voilà, c'est ça notre mission et on essaye de tous l'incarner un par un chez Cision et c'est chouette. Et on en avait besoin en cette période. Déjà, nous, on est chacun chez soi, encore pour quelques mois. On télétravaille et on avait besoin de cette mission commune. Donc merci, Patrice. Et merci pour la question. Ben, ça sera le mot de la fin. Merci pour votre intervention de ce matin. J'espère qu'on a éclairé les internautes et les participants dans la salle. Prochain rendez-vous pour les membres du Presse Club, la présentation de Bismart mardi prochain avec les patrons, la nouvelle chaîne économique. Merci à tous.